Chapitre 4 de l'émancipation. Les pouvoirs occultes s'obtiennent de naissance par l'absorption de drogues, l'utilisation de formules hermétiques, la pratique des austérités ou par la concentration. Être capable de prendre la forme d'une espèce autre que la sienne dépend de la faculté de pénétration dans la substance. Le but n'est pas de bouleverser l'ordre de la nature, mais d'écarter les obstacles à son évolution, à l'instar d'un cultivateur qui dégage son champ. C'est uniquement de la conscience de l'individualité que proviennent les esprits créés. Mais malgré leur nombre et leurs différentes fonctions, un unique support mental les contrôle. Et parmi eux, celui seul provenant de la contemplation est exempt de tout attachement. Les actions d'un yogin ne sont ni blanches ni noires, alors que les autres hommes ont trois manières d'agir, blanche, noire et grise. Ces actes ne laissent de traces subconscientes qu'en rapport étroit avec leurs qualités et leurs résultats. En dépit des barrières de l'hérédité, du temps ou de l'espace, les impressions résiduelles les plus lointaines ne perdent pas de leur intensité, car elles sont de même nature que la mémoire. On les dit sans commencement à cause de la permanence du désir. Ces empreintes subconscientes persistent en raison du maintien de leurs causes et de leurs effets. En détruisant cause et effet, les empreintes s'effacent. Passé et avenir existent par eux-mêmes, car l'expérience du monde est multiple. Les phénomènes, tout comme l'état potentiel, dépendent intimement du dosage des trois propriétés de la manifestation. L'unité des éléments de l'évolution entraîne celle des principes de la création. Les informations sensorielles varient par rapport à un même objet, donc le mental et l'objet de l'expérience sont distincts. De plus, l'expérience de l'objet ne dépend pas d'un seul observateur, sinon le monde serait irréel. Mais c'est l'imprégnation mentale qui détermine la connaissance ou la non-connaissance des choses. Les états de conscience sont toujours révélés par le maître de l'esprit, le soi, qui est immuable. Cependant, le mental n'est pas lumineux par lui-même, puisqu'il reste aussi un objet de perception. Il lui est impossible d'avoir le discernement simultané de lui-même et de ce que les sens lui proposent. Et en supposant qu'un autre mental le saisisse, il devra alors exister une autre faculté de détermination pour appréhender l'intelligence. Il s'ensuivrait un excès d'incertitude, aboutissant à la confusion de la mémoire. Le principe de l'esprit, non sujet au changement, se reflète en lui, et c'est ainsi qu'il révèle l'intelligence. Imprégné par le voyant, le soi, et par le vu, le monde des phénomènes, la substance mentale peut tout saisir. Et, bien que marquée par d'innombrables traces subconscientes dues à l'assemblage des modifications, elle a pour fin autre chose qu'elle-même. Pour qui découvre cette qualité spécifique, toute spéculation concernant l'existence de l'âme universelle s'arrête. Le mental, alors enclin à discriminer, aborde l'état d'émancipation. Mais les différentes impressions qui ont échappé à la perspicacité se réveillent aussitôt pour y faire obstacle. Et leur abolition s'effectue comme celle des afflictions dont il a été parlé plus haut. Quand on renonce au fruit même de la connaissance sur l'essence des choses, le résultat de cette parfaite discrimination est appelé unification dans le nuage de vertu. C'est à ce niveau que cesse la douleur et le conditionnement. La sagesse étant dès cet instant infini dégagée de toute souillure et de toute obscurité, il reste bien peu à connaître. À cause de cela, prend fin le processus de transformation des qualités qui maintiennent l'activité du monde. Le but est atteint. L'évolution se présente sous la forme d'un principe de succession perceptible seulement au terme de toutes les plus infimes séquences de fragmentation du temps par lesquelles elle passe. L'involution retire aux fonctions de la nature leur utilité vis-à-vis du soi. C'est l'état d'émancipation dans la quintessence du pouvoir de l'être.